Bienvenue à la deuxième journée de la 15e édition d'Officine Expo qui se tient cette année encore sous le haut patronage de Sa Majesté. Merci pour votre présence et merci à l'ensemble des délégations étrangères et des experts qui sont venus nous enrichir de leur expérience. Les inscriptions enregistrées cette année sont en augmentation de 20% par rapport à l'année dernière, et ce qui est une chose merveilleuse. Et je rappelle que nous avons 650 délégués étrangers présents parmi nous. 120 exposants, 42 ateliers et conférences. Alors hier, une première très belle journée avec une conférence sur santé et environnement qui a fait salle comble. Une deuxième conférence, relations pharmaciens-patients, approche éthique et humaniste, avec la contribution précieuse des membres de l'Académie nationale de la pharmacie française, que je salue au passage et que je remercie d'être parmi nous. Les enregistrements sont disponibles. Alors la conférence du matin était disponible déjà hier à 18h pour ceux qui n'ont pas pu assister ou ceux qui ont assisté, qui aimeraient en avoir une copie pour en faire bénéficier leurs collaborateurs. Et l'ensemble des conférences sont enregistrées et seront mis à disposition quelques heures après leur tenue. Alors, la table ronde de ce jour sera brillamment modérée par Dr Ikhlas Benihia, pharmacienne à Casablanca, et professeur Serge Issambé, président de l'Ordre national des pharmaciens du Gabon. Je voudrais les inviter à se joindre à moi sur le plateau et je laisserai le soin au modérateur de présenter les intervenants de façon plus ample. Mais j'invite autour de la table Dr Charles Aynadou, professeur Adnan Remmel, Dr Rachid Benhida. Et on peut les applaudir, mesdames et messieurs. Monsieur le Président, très heureux de vous voir en pleine forme. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette deuxième journée de la 15e édition d'Officine Expo. Donc on va traiter un peu de la pharmacopée traditionnelle au service de l'innovation. La pharmacopée, c'est un ouvrage encyclopédique qui recense essentiellement des substances issues de plantes à usage thérapeutique, donc médicinal, pour des besoins de santé primaire, mais également des substances d'origine animales ou minérales et plus récemment des substances chimiques. C'est donc un recueil officiel et réglementaire avec une liste exhaustive des substances utilisées telles quelles ou figurant dans la composition de médicaments ou de nutriments dans une région donnée à une époque donnée. Parmi les plus importantes et anciennes pharmacopées publiées, on citera celle du Marocain Aboul Qasim ibn Mohammed al-Ghassani en 1610 et plus tardivement celle d'Antoine Jourdan en 1828. Cette publication peut avoir lieu dans un pays donné. On parlera de pharmacopée nationale, telle que la pharmacopée française, britannique, allemande, autrichienne, belge, helvétique, américaine, japonaise, la marocaine étant encore à la traîne. Dans une région donnée, telle que l'Europe, par exemple, on parlera de pharmacopée européenne, qui en est à sa 9e édition. Et également, on parlera de pharmacopée à une échelle plus étendue, où la publication mondiale est faite par l'OMS. Ainsi donc, plusieurs pharmacopées sont disponibles, et la connaissance des patrimoines culturels et régionaux permet une réactualisation, d'où le nombre d'éditions disponibles. L'utilisation des plantes en médecine devient de plus en plus fréquente ces dernières années, en particulier dans les pays où l'accès à la santé reste encore un parcours lent, insidieux et coûteux. Des chercheurs originaires de plusieurs pays ont travaillé sur les vertus des plantes
dans leurs régions respectives et ont isolé des principes actifs d'origine naturelle qui peuvent être intégrés dans une association thérapeutique. La collaboration entre praticiens de la médecine traditionnelle et les professionnels de la médecine moderne a permis de trouver des associations innovatrices, industrielles, répondant aux besoins de santé de nos populations maghrébines et africaines et permettant ainsi une grande accessibilité financière et géographique. Cette relation de partenariat chercheur-laboratoire est le thème retenu par le comité scientifique de cette 15e édition d'Officine Expo, car l'année 2017 a été l'année de consécration de nos chercheurs invités qui se sont vus décerner des brevets d'invention. 2 brevets d'invention obtenus par Dr Charles-Henri Ainadou en novembre 2017, délivrés par l'INPI, qui est l'Institut national de la propriété industrielle de France. À notre tour de dire bravo à Dr Charles-Henri Ainadou. 6 brevets déposés ces dernières années par l'équipe de Dr Rachid Benhida et déjà 2 licences transférées à 2 entreprises pharmaceutiques françaises. Dr Rachid Benhida est déjà titulaire du prix Michel Delalande en 2015. Malheureusement, Dr Rachid Benhida ne peut être parmi nous pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais ce qui ne nous empêche pas de lui dire également bravo, Dr Rachid Benhida. Le prix de l'invention européen dans la catégorie grand public, obtenu par le professeur Adnan Rammel, qui, par le fruit de sa collaboration avec un laboratoire marocain, va commercialiser un produit 100% marocain. Bravo, professeur Rammel Adnan, vous êtes l'ambassadeur de la recherche et le développement du secteur pharmaceutique marocain. Alors, parmi nous, nous avons l'honneur d'avoir Dr Serge Issembe, qui va modérer également cette table ronde. Alors, Dr Serge Issembe est enseignant à la faculté de médecine et des sciences de la santé de Libreville et il a travaillé sur les plantes médicinales traditionnelles. Dr Serge Issembe est past président de l'Ordre national des pharmaciens du Gabon, qui va modérer donc cette table ronde afin de poser la problématique de la pharmacopée traditionnelle au service de l'innovation à partir des expériences maghrébines et africaines. Et comment peut être renforcée cette collaboration entre chercheurs et industriels. Donc la parole est à Dr Serge Issembe pour introduire la thématique de ce matin. J'ai un micro à votre disposition, professeur. Merci. Je voudrais d'abord remercier, disons, les organisateurs, Younes et Charibi, qui ont bien voulu me faire l'honneur d'être ici ce matin en tant qu'ancien président de l'Ordre national des pharmaciens du Gabon et qui ont bien voulu faire l'honneur à mon pays, le Gabon. Qu'ils en soient remerciés et remercier aussi tous mes confrères et toutes les personnes qui sont dans la salle. Le thème du jour, c'est un thème très important. Le problème de médecine traditionnelle a déjà été introduit. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos pays, il faut savoir valoriser le savoir traditionnel. Tout ce travail a commencé avec d'abord les tradipraticiens, avec lesquels nous avons travaillé et collaboré. Il est important, si vous voulez, de les sécuriser, parce que le savoir qu'ils ont, ils nous le traduisent à nous, autres pharmaciens-chercheurs. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'au niveau de l'OMS, il y a des textes qui ont été pris dans ce domaine. Mais je ne saurais commencer mon propos sans rendre hommage à un grand domaine, un grand de la médecine traditionnelle, la pharmacopée traditionnelle du Gabon, qui est le professeur Jean-Noël Gassita. Le rôle du pharmacien aujourd'hui africain dans le domaine de la médecine traditionnelle, c'est un rôle très important parce que nous savons que nous sommes dans un système de mondialisation où l'accès aux médicaments est de plus en plus important,
mais que les populations, 80% des populations sur la planète utilisent cette médecine traditionnelle, cette pharmacopée traditionnelle, et qui n'ont pas souvent les moyens. Et ces populations qui utilisent cette médecine traditionnelle, c'est une population qui est de plus en plus importante. Et nous, chercheurs, nous devons leur mettre à disposition certains de ces produits. Les recherches qui sont faites aujourd'hui dans le cadre de la pharmacopée traditionnelle, c'est surtout dans le domaine, qui sont connus dans le domaine de la drépanocytose. Il y a les travaux du professeur Sofowara du Nigeria. Il y a d'autres travaux qui ont été effectués dans d'autres pays. Ces travaux ont été effectués avec une plante qui est bien connue, c'est le Fagara. Évidemment, nous chercheurs, nous avons travaillé là-dessus au niveau des laboratoires, nous avons fait des recherches, mais comme il a été dit, il est important de ne pas rester à ce niveau. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est à cause de ça que cette collaboration avec les industriels est une collaboration très importante. Évidemment, ces médicaments enfin, ont fait déjà l'objet de certains travaux, de certaines recherches. Ils ont montré leur efficacité au niveau traditionnel, mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut fabriquer ces médicaments pour qu'ils soient normalement, disons, utilisés par des populations beaucoup plus importantes. Et cette collaboration, évidemment, ce partenariat nécessite vraiment une collaboration très importante. Il est important de savoir exactement ce qu'on veut faire, parce que nous, dans nos pays, nous avons ce problème-là. Peut-être que vous, ici au Maroc, le problème ne se pose pas, mais en ce qui concerne le Gabon, nous n'avons pas encore, disons, de laboratoires qui fabriquent des médicaments à base de plantes. Et pourtant, nous avons fait des recherches, nous avons fait assez de travaux dessus, mais il est important aujourd'hui que nous puissions mettre en place ces bases de travail et de coopération, de faire en sorte que le médicament soit sécurisé, qu'il y ait des essais qui soient des essais pharmacologiques, des essais chimiques, des essais cliniques, pour en faire des médicaments à part entière. C'est un peu ça que je voulais dire en introduction. Je sais qu'on aura encore l'occasion de parler. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que pendant tout le long du débat, nous aurons encore en discuter largement là-dessus. Voilà, merci. Merci, docteur Sergi Sembe. Alors, docteur Rachid Benhida devait donc intervenir autour de cette table ronde. Malheureusement, donc, il ne peut pas être parmi nous. Je vous rappelle que docteur Benhida est directeur de recherche au CNRS de Nice. Il est responsable de l'équipe de molécules bioactives à l'Institut de chimie de Nice. Il est membre de l'Académie de pharmacie. Ses travaux de recherche de son équipe sont orientés sur la synthèse de molécules pour la thérapie antivirale, la thérapie génétique et la thérapie cellulaire, avec une découverte majeure en 2016 d'une molécule contre le mélanome. Alors, bien qu'il soit absent, il m'a envoyé un message que donc je vais vous lire. Je souhaiterais tout d'abord remercier chaleureusement le comité d'organisation et tout particulièrement Dr Younes Belayeshi et Dr Ikhlas Mihia pour leur invitation et l'excellente organisation. Tout est magnifique et minutieusement préparé. Rien qu'à la lecture des titres des présentations et le nom des intervenants, on devine tout de suite la qualité du contenu. Je voudrais m'excuser auprès de mes deux collègues, le docteur Charles Ainedo et le professeur Adnan Ramel, pour mon absence, pour des raisons qui dépassent ma volonté. J'aurais aimé être présent avec vous pour échanger sur cette thématique passionnante qu'est la pharmacopée traditionnelle au service de l'innovation. J'ai préparé ma conférence pour partager avec vous ma petite expérience sur les médicaments à base de produits naturels et le lien avec la pharmacopée traditionnelle, le biomimétisme, mimer la complexité de la nature pour la synthèse de produits naturels et principes actifs et notre contribution aussi bien dans la chimie des produits naturels d'origine marine que dans les nouvelles stratégies pour contrecarrer les résistances aux thérapies ciblées en cancérologie, une thématique tout à fait complémentaire à celle de mon collègue Ramel. Ce n'est donc que partie remise. Pour finir, je vous souhaite à tous et à tous un agréable meeting, une excellente table ronde, des échanges fructueux et beaucoup de succès à cette manifestation scientifique du premier plan. Donc sans plus tarder, merci pour lui et je lui souhaite beaucoup de courage dans l'épreuve qu'il est en train de traverser.
Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Dr Henri-Charles Ainedou, qui est pharmacien industriel, chercheur, phytothérapeute, spécialiste des plantes médicinales prioritaires pour soigner des pathologies chroniques, en particulier l'hypertrophie bénigne de la prostate, avec mise au point d'un phytomédicament, l'antéprost et bien d'autres. Il est Dr Charles Ainedou et président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Bénin. Donc à lui la parole. Hello. Merci, le docteur. Je salue l'assistance. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de ce salon, notamment Younes et Iklas, pour avoir pensé à moi pour venir échanger un peu avec vous sur mes expériences. Je dois dire que ce n'est pas facile, puisque nos États ne s'y intéressent pas vraiment, ce qui est un peu décourageant, mais nous ne pouvons pas baisser les bras, nous devons continuer à nous battre. Alors, j'ai intitulé la présentation « Les plantes médicinales et les maladies liées à la prostate ». Alors voilà le plan de présentation. D'abord, vous avez une introduction, une brève introduction, des données historiques, des définitions. Je vais parler brièvement de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du cancer de la prostate, puis des troubles sexuels qui constituent les 3 problèmes liés à la prostate. Et puis, je vais vous parler rapidement de nos recherches, puis nous allons conclure. Alors, données historiques. Il faut savoir que le Centre international de la recherche sur le cancer, qu'on appelle le CICR, tous les 5 ans, fait le point des statistiques sur le cancer dans le monde. Alors, les dernières statistiques ont été données en décembre 2013. Et en décembre 2018, il y aura de nouvelles données. Mais avant, qu'est-ce qui se passe? Les données mises à la disposition des professionnels par le CICR, dénommé Globocan en 2012, concernent les estimations les plus récentes, c'est-à-dire l'année 2012, pour 28 types de cancers dans 184 pays et offrent un aperçu complet du fardeau mondial du cancer. Alors, selon Globocan 2012, on estime à 14,1 millions le nombre de nouveaux cas de cancer et à 8,2 millions le nombre de décès liés au cancer survenu en 2012, par rapport à 12,7 millions et 7,6 millions en 2008, respectivement. Les estimations de la prévalence pour 2012 montrent qu'on comptait 32,6 millions de personnes vivantes âgées de plus de 15 ans, chez qui l'on avait diagnostiqué un cancer au cours des 5 années précédentes. Les cancers les plus fréquemment diagnostiqués dans le monde sont ceux du poumon, avec 1,8 million de cas, soit 13,0% du total, du sein, 1,7 million de cas, le cancer colorectal, 1,4 million de cas, et le cancer du foie. Les causes les plus fréquentes de décès par le cancer étaient les cancers du poumon, du foie et de l'estomac. Alors, il faut savoir que le cancer de la prostate arrive en 6e position avec plus de 500 000 décès par an. Définition. On appelle plantes médicinales les plantes utilisées pour les soins. Les maladies liées à la prostate, quand elles sont l'hypertrophie bénigne de la prostate, le cancer de la prostate et les troubles sexuels. L'hypertrophie de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate. La prostate est en fait un petit organe essentiel dans la fonction sexuelle masculine. C'est une glande impaire qui se trouve dans la partie antérieure du pelvis. C'est une glande exocrine qui produit le liquide spermatique, première partie de l'éjaculat. C'est un phénomène lié au vieillissement. C'est une affection dont la fréquence augmente avec l'âge. Sa prévalence avoisine 10% à l'âge de 30 ans, 50%
à l'âge de 60 ans et dépasse 90% après 85 ans. Donc, si vous vieillissez, ce qui est sûr, vous avez 90% de chances d'attraper cette maladie. Alors, son évolution insidieuse, très lente et donc longtemps tolérée, peut provoquer des symptômes parfois gênants, à savoir miction fréquente et ou nocturne, retardée ou impérieuse, faiblesse ou interruption du jet, sensation de miction incomplète. Elle peut provoquer des complications nécessitant une prise en charge immédiate. Alors, un professeur nous disait un jour que l'hypertrophie de la prostate est un peu comme les cheveux blancs. Ça finira toujours par arriver. Et je lui ai répondu, professeur, les cheveux blancs sont bien, mais lorsqu'il y a des poux dans les cheveux blancs, vous avez des problèmes. Et il a rigolé, il dit, Charles, c'est toi qui as raison. Donc, vous regardez sur ce diapo, vous voyez que la prostate, sa position fait que l'urètre traverse cette prostate-là. Et donc, lorsque cette prostate grossit, ça comprime l'urètre. Ce qui fait que, au début, cela va vous chatouiller. Donc, vous allez beaucoup uriner. Et puis après, vous ne pourrez plus uriner. Et c'est là où le problème commence. Alors, l'hypertrophie bénigne de la prostate et les plantes. Il y a des plantes que l'on utilise beaucoup dans certains médicaments que vous connaissez aujourd'hui. On a beaucoup utilisé le palmier néen de Floride, Ceronia repens, qui a permis d'avoir le permixon. Le prunier d'Afrique, ou Pygium africanum, qui a donné le Tadnan. La grande ortie ou Ortica dioica, qui a donné un certain nombre de médicaments beaucoup utilisés en Inde. La courge ou Cucurbita pecpo, qui est aussi très utilisée. Alors, l'expérience de nombreuses années de traitement de l'hypertrophie de la prostate dans le monde a montré qu'il valait mieux associer plusieurs plantes ou extraits de plantes efficaces afin d'avoir une action synergique tout en réduisant les effets secondaires. C'est ce que nous avons fait au Bénin pour sortir un produit que nous appelons Antepros. C'est dans ce ordre d'idée donc que nous avons fait des études cliniques. Alors, Antepros a été fabriqué à base de plantes telles que Garcinia cola, Caesarpina bonduc, Phagaras anthrosides et Elymus ferpens. Antepros a subi des essais cliniques dans le service d'urologie au CNHU de Cotonou sous la direction du professeur César Ako en 2012. César Ako était un neurologue très connu dans le monde. Et cela concernait 33 patients. Actuellement, ce service est dirigé par le professeur Ounassor, qui y fait aussi un travail remarquable, qui a continué donc à travailler sur Antepros. Les objectifs de ces essais étaient d'étudier la tolérance, l'efficacité de Antepros dans le traitement symptomatique de l'hypertrophie bénigne de la prostate non compliqué. Comme objectif spécifique, il s'agissait donc de déterminer sur 90 jours de suivi la tolérance au plan clinique et biologique, hématologique et rénal, hépatique aussi, d'Antepros. Déterminer aussi sur 90 jours de suivi le taux de réponse clinique adéquate d'Antepros. Déterminer sur 90 jours le suivi, le taux d'échec thérapeutique précoce d'Antepros. Alors, les résultats de l'étude ont montré que le phytomédicament a été responsable de quelques effets indésirables mineurs, tels que des céphalées et les gastralgies de brève durée, et n'a pas nécessité de traitement. Le phytomédicament a présenté une bonne tolérance hématologique, rénale et hépatique. Le phytomédicament a amélioré les symptômes urinaires et la qualité de vie chez respectivement 33 et 29%. Il a réduit le volume de la prostate hypertrophiée et a diminué le taux de PSA respectivement de 55% et de 77% des sujets en seulement 3 mois. Quant au cancer de la prostate, il se développe à partir des cellules prostatiques qui bordent les petites glandes situées au sein de la prostate. En temps normal, les cellules croissent et se divisent selon un ordre préétabli par les informations contenues dans le noyau de la cellule. Mais lorsque ce processus de croissance ne suit plus les consignes, le programme de la cellule, la division se fait de façon anarchique, non freinée et aboutit à une tumeur. C'est là où on parle de cancer de la prostate. Le cancer de la prostate se présente chez un homme sur 6. Voilà un peu, vous avez une section là d'une prostate hyperplasique. Vous voyez les nodules tels que c'est présenté
vous voyez que celui qui a ce genre de problème, il va beaucoup uriner la nuit, mais il peut aussi uriner du sang. Et ce sont ces nodules qui parfois se transforment en cancer. Donc voilà une coupe. Donc toujours de la vessie et de la prostate. Alors nous avons mis au point un autre produit qu'on appelle anticancer, qui, avec Antepros, permet d'avoir d'excellents résultats pour les cancers de prostate. La tumeur maligne a le potentiel de détruire d'autres cellules et de se développer à distance dans d'autres parties de l'organisme. C'est ce qu'on appelle les métastases. Elle peut par ailleurs récidiver après traitement. Certains médicaments chimiques sont très efficaces, mais d'autres ont montré leurs limites. Par contre, les effets secondaires sont aussi importants. La phytothérapie arrive à avoir aussi de meilleurs résultats. Alors, lorsque le cancer de prostate est constaté chez l'homme, la première métastase se retrouve souvent au niveau des os. Donc, ça fragilise les personnes. On voit déjà des taches au niveau donc, de son squelette et ça pose énormément de problèmes. Alors, nous avons donc réussi à développer un phytomédicament dénommé anticancer qui, associé à Antepros, permet de soigner efficacement les cancers de prostate. Anticancer est composé d'Azadirachta indica de corosol. Précisons ici qu'anticancer est également utilisé dans d'autres types de cancers avec un succès remarquable. Le cancer du sein, de l'utérus, de l'estomac. Le troisième élément sur lequel intervient la prostate, c'est les troubles sexuels. Lorsque vous avez un problème lié à la prostate, c'est que votre testostérone a commencé à baisser et c'est la dihydrostérone qui augmente, donc sous l'effet de la 5-alpha-réductase. Et donc, la testostérone baissant, ça pose des problèmes donc, de troubles sexuels. Alors, maintenant, les fruits de nos recherches. Nous avons parlé d'Antepros. Pour Antepros, nous avons eu un brevet. Pour Anticancer, nous avons eu un brevet. Pour diabétolyse, nous n'avons pas encore eu de brevet. Pour Ulcestop, nous n'avons pas encore eu de brevet. Pour Arthrostop, Ulcestop, c'est contre l'ulcère. Diabétolyse, c'est contre le diabète. Arthrostop, c'est contre l'arthrose. Anti-Alzheimer, c'est contre la maladie d'Alzheimer. Pour anti-VIH, nous avons déjà un brevet. Donc, en tout, on a eu 4 brevets plus tôt. Pour Antepate, pas encore. Pour Antedrep, pas encore. Fibrostop, Antedrep, c'est contre la drépanocytose. Antepate, c'est contre l'hépatite B. Fibrostop, c'est contre les fibromes. Fortisex, c'est pour renforcer la libido. Antefatigue, c'est pour les problèmes liés donc, à la fatigue. Superfine, c'est pour baisser le poids et régler les problèmes liés à l'obésité. Anti-HTA, c'est pour l'hypertension artérielle. Stimule foie, c'est pour les problèmes du foie. Fertilité positif, c'est pour les problèmes liés à la stérilité. Alors, en conclusion, ces phytomédicaments illustrent bien l'incroyable potentiel des plantes médicinales, encore aujourd'hui pour lutter contre les maladies de la prostate et autres. La phytothérapie offre une alternative étonnante qui malheureusement est ignorée des grands laboratoires car le potentiel africain est encore à plus de 95% intact. Je vais d'abord vous citer une pensée du président Mahatma Gandhi qui disait, je cite, « Si vous avez une maladie chronique face à laquelle la médecine conventionnelle n'a pas de solution, informez-vous sur les plantes. Elles reçoivent chaque jour les mêmes rayons de soleil, les mêmes pluies, les mêmes intempéries que vous. C'est peut-être elles qui vont vous sauver la vie. » Fin de citation. Ce qui montre que la phytothérapie a encore de l'avenir et prendra toute sa place. Néanmoins, tout ce que vous venez d'entendre ne remplace en aucun cas une consultation médicale. N'oubliez pas d'aller voir votre médecin à chaque fois que vous aurez un souci de santé. Je terminerai enfin par une litanie de Jean Cocteau, racontée par Maurice Messinguet, qui a consacré toute sa vie à la phytothérapie. Herbes aux chutes, herbes à coupure, herbes à fièvre, guérissez-nous. Herbes aux sorcières, herbes aux chats, préservez-nous.
Herbe de gagne, herbe de chance, soyez pour nous. Herbe sainte, herbe vierge, soyez à nous. Couronne de Saint-Jean, herbe au sang goût, aimez-nous. Je vous remercie. Shukran. Bien, merci, docteur Henri-Charles Aïnedou. Je vois que votre recherche se porte un peu sur tous les domaines qui ont trait aux différentes affections que nous rencontrons quotidiennement au comptoir. Je vois que c'est un peu toute la panoplie des pathologies qui sont décrites. Effectivement, rien ne remplace une consultation auprès d'un médecin spécialiste, mais il n'empêche que l'apport des plantes reste un apport à exploiter, à étudier et à approfondir. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à professeur Adnan Armel, qui est professeur universitaire et scientifique marocain, spécialiste en biologie à l'université de Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. Ses travaux de recherche sur la résistance aux antibiotiques ont permis d'isoler un principe actif du monde végétal afin de diminuer cette résistance et de permettre une meilleure réponse aux traitements instaurés. Son invention a débouché sur un médicament nouveau au stade d'essai clinique et qui sera bientôt commercialisé par un laboratoire marocain. Il s'agira donc d'un produit 100% marocain. À lui de nous faire découvrir sa découverte et son retentissement sur l'antibiothérapie. Merci. Dans mon tour, je remercie les organisateurs de Officine Expo de m'avoir convié à être ici parmi vous, à partager avec vous un petit peu ma recherche. Donc, j'ai fait exprès de faire un titre comme ça, et si la solution venait du Sud, parce que nous, les gens du Sud, on attend toujours que la solution vienne du Nord. Or, le Nord n'a pas les mêmes problèmes que nous. Et puis, quand le Nord trouve une solution, eh bien, les gens, par exemple, tout à l'heure, on verra que une fois qu'une chose est interdite dans le Nord, les industriels du Nord et nos importateurs du Sud ramènent ce qui a été interdit ailleurs pour le vendre chez nous. Et ça, c'est dommage et c'est grave. Parce que on est déjà pauvre, on est déjà sous-développé, on n'a pas encore besoin de recevoir les saloperies qui ont été abandonnées ailleurs. Donc, moi, ma recherche depuis 30 ans, elle a intéressé un seul domaine, qui est celui de la résistance aux antibiotiques. Parce qu'à ce moment-là, à l'âge de 25 ans, quand quelques médecins m'ont sensibilisé à ce problème, et quand j'ai lu déjà il y a 30 ans ce que disait l'Organisation mondiale de la santé, et étant de formation pharmacologiste et ayant côtoyé de grands professeurs dans ce domaine, eh bien, je sais comme vous, les pharmaciens, ce que c'est que l'antibiotique. Et pour savoir ce que c'est que l'antibiotique, pour ceux qui ne le savent pas, je vous conseille juste de leur dire ce qui se passait dans l'humanité quand il n'y avait pas encore d'antibiotiques. Avant la découverte des antibiotiques, comme vous savez, l'humanité était très, très, très malheureuse. Depuis qu'on a découvert la pénicilline et les autres antibiotiques, eh ben, l'humanité est devenue heureuse, les médecins sont devenus heureux, les chirurgiens, et puis ça a permis à la médecine de se développer. Si on n'avait pas les antibiotiques, on serait encore dans, je dirais, la préhistoire de la médecine, parce que c'est grâce aux antibiotiques qu'on peut faire des transfusions d'organes, des transplantations d'organes, par exemple. C'est grâce aux antibiotiques qu'on fait de la neurochirurgie, c'est grâce aux antibiotiques qu'on fait de la chirurgie à cœur ouvert, qu'on fait des stents, etc. Parce que à chaque fois qu'il y a une intervention, il y a risque d'infection, et c'est grâce aux antibiotiques qu'on arrive à atténuer ce risque d'infection. Le problème, c'est que, comme vous voyez ici, et ça fait peur, on parle de retour à l'ère pré-antibiotique, ou on parle de l'ère post-antibiotique,
Et voyez le dernier titre, qui n'est pas ancien, il date de septembre 2017, qui dit que l'ère post-antibiotique est déjà là. Effectivement, il est déjà là parce qu'il y a déjà beaucoup de mortalité. Bon, Donc aujourd'hui, on parle d'urgence, vous voyez, on parle de la grande urgence de trouver une solution au problème de la résistance. Sinon, ça met en péril la médecine. Il y a aujourd'hui, ce qui a été comptabilisé, il y a 700 000 décès chaque année à cause de la résistance aux antibiotiques. Et encore, si vous regardez en bas, on dit que ces chiffres sont probablement sous-estimés. Comme vous savez, tous les médecins ne vont pas signer sur la fiche de décès mort par infection nosocomiale à germes multirésistants. Et on dit, comme chez nous au Maroc, mort naturelle. D'accord ? Alors, d'où vient le problème ? Eh bien, le problème, malheureusement, c'est que depuis un moment, l'antibiotique n'est plus un patrimoine de l'humain, et comme il devrait être, l'antibiotique, ça devrait être un patrimoine de la médecine humaine. C'est-à-dire, seuls les humains doivent être traités par des antibiotiques. Comme ça, on peut préserver les antibiotiques pour la médecine humaine et traiter les animaux et les végétaux par d'autres molécules qui n'ont pas de similitude structurale avec les antibiotiques. Sinon, il arrive ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on donne des antibiotiques aux animaux d'élevage. Malheureusement, je ne parle pas d'animaux malades. On ne donne pas aux animaux d'élevage des antibiotiques lorsqu'ils sont malades pour qu'ils guérissent. C'est normal, à la rigueur. Non, on donne des antibiotiques et on les appelle des promoteurs de croissance. On leur met dans l'alimentation de tous les jours. Donc vous avez un poulet qui, depuis qu'il sort de l'œuf, le poussin sort de l'œuf, il va avoir sa dose d'antibiotiques tous les jours jusqu'au jour de l'abattage. Et comme ça, quand nous on le reçoit, on reçoit un poulet qui contient des bactéries résistantes. Alors, ce n'est pas des bactéries résistantes de contamination au moment de l'abattage, non. Parce que chez les poulets, la dinde et même chez les autres animaux, quand il y a trop de microbes dans l'intestin, ils traversent la barrière intestinale, ils passent dans le sang, ils vont se cacher dans la moelle osseuse et puis dans les muscles, dans les abats, etc. Donc, quand on mange de la viande, dans cette viande, il y a deux grands problèmes. Il y a des bactéries résistantes, et même avec la cuisson, il en reste, et il y a des résidus d'antibiotiques, des résidus d'antiparasitaires qui ont des effets secondaires, tératogènes, cancérigènes, etc. Donc, et malheureusement, l'agriculture aussi. Vous entendez beaucoup parler d'un pesticide qu'on appelle le glyphosate. Sachez que ce pesticide glyphosate, au départ, il a été déposé, le brevet du glyphosate a été déposé en tant qu'antibiotique. Ensuite, on l'a utilisé comme herbicide. Donc, ces pesticides, comme vous voyez ici, il y a beaucoup de publications émanant de laboratoires respectables qui disent que les pesticides habituels provoquent, quand on les utilise, ils provoquent une pression de sélection qui fait qu'ils vont favoriser les bactéries résistantes au niveau du sol. Et donc, quand vous allez avoir une salade, du persil, de la coriandre, etc., dedans, vous allez avoir des bactéries résistantes. Vous savez que ces trucs-là, ça se mange comme ça. Regardez, là, on vous montre, c'est une publication très récente dans laquelle on démontre que quand on utilise du glyphosate et d'autres pesticides, eh bien, on provoque la résistance de Escherichia coli et de Salmonella. D'accord ? Donc, pour ne pas être ces chercheurs qui disent voilà, il y a un problème et ils ne cherchent pas à trouver une solution, nous, à l'échelle de notre laboratoire, nous avons mis au point une composition constituée exclusivement d'huile essentielle et de composés majoritaires d'huile essentielle, et pour lesquels on a fait une formulation galénique digne de ce qui se fait dans la médecine humaine.
pour la stabilité, pour la solubilité, et pour qu'une fois qu'on traite la plante, ces substances puissent traverser la paroi des cellules et monter avec les vaisseaux des plantes, etc. Et aujourd'hui, cette solution, bien sûr brevetée, elle est déjà utilisée par beaucoup de grandes sociétés d'agriculture au Maroc. Malheureusement, ce sont des grandes sociétés d'agriculture qui font de l'export vers l'Europe, vers la Russie, vers les États-Unis. Alors ceux-là, ils veulent mon produit, ils l'utilisent dans les 1000 hectares qu'ils ont, les 500 hectares qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leurs produits, quand ils vont arriver à destination, ils vont être contrôlés contre les pesticides, etc. Donc, ils sont contents de les utiliser. Malheureusement, quand il s'agit juste de donner ça aux Marocains, il n'y a pas de contrôle, alors ils préfèrent mettre des pesticides parce que les pesticides, ils ont les reins solides, ils ont beaucoup d'argent et ils peuvent convaincre par tous les moyens les gens de continuer à les utiliser en bafouant, je dirais, la santé du consommateur. Donc ça, c'est au niveau des plantes. Maintenant, au niveau des animaux, il n'y a plus de doute là-dessus, parce qu'aujourd'hui, plusieurs publications qu'on voyait ici montrent d'une façon claire et nette par l'empreinte génétique que les bactéries multirésistantes qu'on trouve dans les milieux hospitaliers, ils ont exactement le même génome, la même séquence, etc., que les bactéries qu'on trouve chez les animaux d'élevage. Donc c'est indiscutable que la multirésistance rencontrée dans les hôpitaux, son origine, elle a une origine animalière. Ça vient des porcs, ça vient des volailles, ça vient des vaches, du lait, des œufs, etc. Et ça c'est très grave. Donc, dernièrement, vous avez, pour ceux qui sont du Maroc, vous avez tous vu ça. Donc, c'est dommage, le Maroc, il est capable de produire 5 fois ce qu'il produit aujourd'hui en poulet. Et donc, ça veut dire que le Maroc pourrait exporter les 4 fois de plus qu'il a. Eh bien, on ne peut pas exporter parce qu'on ne respecte pas les normes. Et l'une des premières normes à respecter, c'est bannir les antibiotiques. Parce qu'en Europe, figurez-vous, les antibiotiques en Suède, dans l'aliment de bétail, ils ont été interdits depuis 2003. Et en 2006, toute l'Europe. Et la même chose pour les États-Unis, la même chose pour le Japon et tous les pays, parce que c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a fait pression, et c'est indiscutable. Alors malheureusement, tous les antibiotiques qui étaient vendus en Europe, aux États-Unis et ailleurs, maintenant ils sont vendus où? Ils sont vendus au Maroc, en Inde, etc. Et alors qu'il y a, même au Maroc, il y a une loi, mais elle n'est pas appliquée. Donc, j'ai déjà trop parlé, c'est pour ça que j'ai mis no comment. Donc, pour ça, nous avons mis au point une alternative, qui est aussi à base d'huile essentielle, qui ont un mélange de molécules naturelles provenant de plantes aromatiques. Et ces molécules, ils ont une activité antibactérienne meilleure que les antibiotiques. Ils ont une activité antiparasitaire meilleure que les antiparasitaires utilisés aujourd'hui dans l'aliment de bétail. Et ils ont même une activité antivirale et une activité immunostimulante. Donc, ce qui fait que tous les éleveurs, alors cette fois-ci, ce n'est pas des exportateurs, tous les éleveurs qui ont, depuis 5 ans, utilisent notre produit, parce qu'entre-temps, un jour, j'ai été voir un grand éleveur, je lui ai dit, voilà, et il m'a dit, voilà, écoutez, je veux bien faire un essai, donnez-moi 1 tonne de produit. J'ai dit, moi, je suis chercheur, je travaille avec des grammes, je ne travaille pas avec des tonnes. Et il m'a dit, débrouillez-vous, mais moi, si vous voulez que je teste votre solution, il me faut des grandes quantités. Et j'étais obligé d'aller chercher moyens financiers et tout, pour créer une usine et fabriquer des tonnes. Et donc, depuis 5 ans, on fabrique des tonnes qu'on donne aux agriculteurs, aux éleveurs, et ils sont hyper contents parce que, d'une part, ils ont de meilleurs rendements, parce
que vous savez, utiliser les antibiotiques, les antiparasitaires avec la résistance, au bout d'un moment, ça ne marche plus du tout. Donc, ils avaient beaucoup de mortalité, beaucoup de problèmes. Tous les éleveurs qui utilisent notre produit n'ont plus de problème. Ils ont des taux de mortalité dans les 2-3%, qui est tout à fait normal. Ils ont une croissance idéale et leurs clients sont contents parce que quand on mange un poulet qui a été traité aux huiles essentielles, il n'a pas du tout les mêmes qualités, je dirais gustatives, les mêmes qualités sensorielles qu'un poulet qui est nourri avec des antibiotiques et des antiparasitaires et d'autres problèmes. Donc, et puis, ils ont la conscience tranquille parce que ces gens-là, quand ils élèvent des poulets, ils savent ce qu'ils leur donnent. Et du coup, eux, ils ne mangent pas le poulet. Les éleveurs de poulets ne mangent pas le poulet, mais ceux qui utilisent maintenant les huiles essentielles, ils le mangent d'abord parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de produits toxiques dedans, et deuxièmement, parce qu'il est meilleur sur le plan gustatif. Donc là, c'est juste une expérience dans laquelle on a pris des poussins et on leur a donné à chaque lot un antibiotique différent. Il y en a un à qui on a donné l'amoxicilline, un autre à qui on a donné la tylosine, et un autre à qui on a donné la colistine. Et ce qu'on a remarqué, c'est dès la 2e semaine, on a une résistance qui s'installe. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une résistance à l'antibiotique qu'on a donné, mais une résistance à tous les autres antibiotiques. C'est ce qu'on appelle la résistance croisée. Et ça aussi, c'est un mythe qu'il faut bannir. Quand vous donnez un antibiotique à l'animal, vous n'allez pas développer la résistance à cet antibiotique, mais à plusieurs familles d'antibiotiques à la fois. Donc, c'est pour ça que c'est un problème. Le dernier carré, c'est que lorsqu'on donne notre produit à base d'huile essentielle, il n'y a pas de résistance qui s'installe, ni à notre produit, ni aux autres antibiotiques. Alors pourquoi il n'y a pas de résistance? Tout simplement parce que le mécanisme d'action est différent. Le mécanisme d'action de l'antibiotique est un mécanisme très très spécifique. C'est comme un peu la clé avec la serrure. Donc il suffit qu'il y ait une petite mutation dans la serrure pour que la clé ne marche plus et la résistance s'installe. Alors que les huiles essentielles, ils agissent plutôt comme des marteaux, ils cassent la paroi, ils cassent la membrane, donc c'est comme des gros marteaux qui vont casser la porte. Donc même s'il y a une mutation dans la serrure, la porte va s'ouvrir quand même et la résistance ne peut pas s'installer. D'ailleurs, depuis 30 ans que je travaille dans ce domaine, et beaucoup de laboratoires dans le monde cherchent à trouver un mutant qui résiste à un antibiotique. Jamais. Une fois qu'on a atteint la CMI, il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus avoir, alors qu'avec les antibiotiques, c'est très facile. Alors ce produit à base d'huile essentielle pour l'aliment de bétail m'a valu en 2015 l'obtention de l'Innovation Prize for Africa, qui est décernée par une fondation suisse qui s'appelle African Innovation Foundation. Et c'était une reconnaissance venant de Suisse, d'accord? Et parce qu'on n'est jamais, comme on dit, nul n'est prophète chez lui. Voilà. Alors après, maintenant la médecine humaine. Vous avez bien compris que ce que je fais, ce que nous avons fait dans l'agriculture, que ce soit pour la production animale et végétale, ce n'est pas pour les beaux yeux des animaux, ou des végétaux, ou des éleveurs, ou des agriculteurs. C'est pour préserver la santé humaine, c'est pour que l'antibiotique reste quelque chose qu'on utilise seulement en médecine humaine. Alors pour la médecine humaine, pour les gens qui ont déjà, et malheureusement il y en a beaucoup, qui ont déjà une infection à germes multirésistants, on avait fait une observation très tôt, dans les années 90. Quelques étudiants, ils se sont amusés à mélanger des huiles essentielles avec des antibiotiques parce qu'on comparait, nous, on faisait toujours la comparaison entre les antibiotiques et les huiles essentielles. Il y a des étudiants qui m'ont dit, monsieur, on a pensé, pourquoi ne pas les mélanger et voir ce qui se passe. Et effectivement, certains mélangent, pas tous les mélanges, mais certaines associations donnaient une synergie incroyable. Par exemple, prenez la polymyxine B, qui est un antibiotique qui ne marche qu'avec les bactéries gram-négatifs. Eh bien, quand on met une huile essentielle avec, eh bien, d'une part, la CMI des gram-négatifs diminue énormément, et en plus, le spectre est élargi, et on a une action aussi bien sur les gram-1 que sur les gram+.
La même chose pour les antifongiques. Un antifongique comme le fluconazole qui n'agit que sur les levures. Une fois qu'il est boosté, il agit sur les levures et sur les moisissures, et ainsi de suite. Donc, on a vu des choses comme ça. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est d'associer les antibiotiques avec des molécules provenant des plantes, des huiles essentielles. Et on a montré par spectroscopie de masse, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mélange ces molécules. Eh bien, on a 4 molécules d'antibiotiques qui vont interagir avec le booster, c'est la molécule naturelle qu'on utilise. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se forme un complexe, et ce complexe, justement, qui s'est formé, fait que la cible des bêta-lactamases, par exemple, qui est là, eh bien, une fois que le complexe est formé, cette cible, elle est bloquée, et la bêta-lactamase ne peut pas venir dégrader l'antibiotique quand il s'agit de bêta-lactamine. La même chose quand il s'agit de pompes qui refoulent l'antibiotique. Ce complexe, il est trop gros pour que la pompe puisse le refouler. Et puisque ce complexe, il est hydrophobe, donc il traverse plus facilement les membranes que l'antibiotique seul. Donc, si vous voulez, c'est ce complexe que nous, on appelle le complexe de boostage, il arrive à déjouer tous les mécanismes de résistance utilisés par les bactéries. Alors, on a fait finalement, on a réussi à obtenir l'aval du comité d'éthique et du ministère et à faire un essai clinique dans lequel le professeur Yahya Chagrah, qui est avec nous aujourd'hui, a participé et nous a aidé énormément. Eh bien, ce travail a été fait sur plusieurs cas de personnes qui ont une infection urinaire à germes multirésistants. Et ce n'est pas un seul germe, il y avait tous les germes, il y avait E. coli, il y avait Acinetobacter, Klebsiella, Enterobacter. Bref, toutes ces bactéries récalcitrantes qui posent des problèmes. Et l'urologue qui a fait ce travail, il a sélectionné des patients plus compliqués que d'habitude, c'est-à-dire ceux qui ont une hypertrophie bénigne de la prostate, ceux qui sont diabétiques, ceux qui ont une sténose, une dérivation urinaire, des calculs de la vessie, et même des gens qui avaient une tumeur de la vessie. Donc des gens difficiles à traiter, même quand le germe est sensible. Alors que là, c'était germes multirésistants et difficultés de traitement. Bon, les résultats est que, tout simplement, si vous regardez carrément à droite, que sur les 23 cas qui ont été intégrés dans ce protocole, tous avec germes multirésistants, 21, ils ont vu leur urine stérile après 6 jours, et 2, ils avaient encore des microbes, mais pas ceux pour lesquels on les a traités, ils en avaient d'autres. En général, c'était des gens qui avaient comment on appelle ça, qu'ils étaient hospitalisés, donc ils avaient une sonde, voilà. Et c'est la sonde vous savez, la sonde, c'est une origine de problème. Donc, pour ça, j'ai eu l'honneur d'avoir le prix de l'inventeur européen en 2017, qui est décerné par l'Office européen des brevets. Alors, mes brevets, sur ça, ils ont été déposés en 2005. Ce qui est bien, c'est qu'après 2005, il y a beaucoup de laboratoires dans le monde qui ont vérifié et publié que cette synergie qui existe entre les huiles essentielles et les... Donc aujourd'hui, c'est devenu une notion commune et reconnue à l'échelle internationale. J'aimerais aussi vous dire que cette synergie n'existe pas seulement avec les antibiotiques, on l'a aussi démontré avec les antifongiques, avec les antimalarias et avec les molécules anticancéreuses. Une publication que nous venons de publier en mars 2018, qui montre que le génol, il potentialise l'action de la cisplatine, la cisplatine étant l'un des meilleurs anticancéreux de l'histoire du cancer, sauf qu'elle a beaucoup d'effets secondaires et beaucoup de problèmes de résistance. Eh bien, ce travail qui a été fait dans un laboratoire spécialisé et avec lesquels nous collaborons, il vient d'être publié et il montre qu'on peut booster, on peut améliorer l'efficacité de la cisplatine par ça.
Et ça a été fait sur tous les modèles animaux utilisés normalement pour montrer l'efficacité d'un agent anticancéreux. Alors maintenant, il y a aussi, dernièrement, on parle de ressusciter des médicaments, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas la peine toujours d'aller chercher, de synthétiser de nouvelles molécules, alors qu'on a d'anciennes molécules qui sont très, très bonnes, on connaît leur toxicité, on a du recul, etc. Et puis d'oublier les molécules naturelles qui sont sélectionnées par la nature. Si ces molécules sont là, c'est que la nature les a sélectionnées. Nous, ce qu'on fait quand on prend une substance qui est dans la plante, par exemple dans le cas de la lutte contre les microbes, les meilleures huiles essentielles, ce sont celles de certaines plantes comme le thym, l'origan. Et ces plantes, quand ils sont en été exposées aux attaques, elles ne sont jamais malades parce qu'elles produisent des huiles essentielles pour se défendre. Donc nous, ce qu'on fait quand on, comme mon collègue ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend des armes utilisées par les plantes pour se défendre et on essaie d'utiliser ces armes pour les animaux, pour les humains. Et ça marche. Alors, et ces armes, ils ont été sélectionnées depuis des millions d'années. Donc, c'est beaucoup plus que ce que peut faire un chimiste dans son laboratoire. Alors, l'une des plus grandes récompenses que j'ai eues, c'est d'avoir été reçu par Sa Majesté, d'avoir obtenu une décoration pour ça. Donc, ça veut dire qu'enfin, j'ai une reconnaissance nationale de la plus haute autorité de l'État. Seulement, à part la décoration, je dirais, les ministres, que ce soit de l'industrie ou de la recherche ou de la santé, ils n'ont pas vu ça, peut-être, d'accord? Ils n'ont pas vu ça, mais normalement, si j'étais allemand en Allemagne, si j'étais français en France, on m'aurait appelé, on m'aurait demandé comment on peut vous aider, comment on peut vous accompagner, comment on peut faire vite pour que votre produit arrive sur le marché. Apparemment, ils n'ont pas eu l'information. Sa Majesté l'a eu, mais eux, pas. Voilà. Merci pour votre attention. Bien, merci, professeur Hermel, pour votre intervention, votre brillant exposé. Bon, c'est sûr, vous avez eu une reconnaissance de la plus haute autorité de l'État. Vous avez une reconnaissance des scientifiques, les scientifiques que nous sommes, aussi bien pharmaciens, on a suivi votre parcours, les médecins, les laboratoires pharmaceutiques qui se sont associés à vous pour vous accompagner et pour mettre à jour enfin un produit qui va être peut-être reconnu par les personnes qui ne vous ont pas reconnu jusqu'à présent. En tous les cas, on vous souhaite du courage, persévérer dans votre domaine. Sachez que vous avez des scientifiques à vos côtés et qui sont fiers d'avoir un chercheur qui porte haut leur espoir en matière de santé pour nos citoyens. Bien, je pense que je vais ouvrir une première liste de personnes qui voudraient intervenir. J'ai déjà 2 personnes qui sont inscrites. Est-ce que... Oui, déjà. D'accord. Alors, j'ai 4 personnes qui vont intervenir, qui vont poser des questions. On répond, on regroupe les questions, on répond globalement, et puis après, j'ouvrirai une deuxième liste si le temps nous le permet. D'accord. Alors, Madame Charafa. Bonjour, nous sommes fiers de pouvoir vous poser des questions directement. Alors, ma première question, je